Si vous allez dans une conférence Bitcoin et que vous tendez l'oreille 2 minutes, vous allez entendre les mêmes noms revenir en boucle. Menger, Mises, Hayek, ce sont des économistes autrichiens, morts pour la plupart depuis plus d'un siècle. Maintenant, si vous poussez la porte d'une fac d'éco et que vous cherchez ces mêmes noms dans les cours, dans les grandes revues, vous allez quasiment rien trouver. Mais alors comment est-ce qu'une école née dans les cafés de Vienne il y a 150 ans, une école qu'on croyait vaincue, est-elle devenue la bible des bitcoiners? J'avais envie de vous faire une vidéo plus légère que d'habitude, et en plus l'actualité elle est plutôt calme en ce moment, donc c'est l'occasion. Alors aujourd'hui on va se plonger dans la fameuse école autrichienne d'économie, et vous allez voir, vous allez être surpris. Petite parenthèse avant de continuer pour vous parler de Bitpanda, notre partenaire pour cette vidéo. Et devinez quoi, c'est une plateforme d'investissement autrichienne à la base. Sacrée coïncidence, hein. Ils viennent de sortir un truc qu'on n'avait encore jamais vu chez personne en Europe. La possibilité d'emprunter pour investir sur de vraies actions et de vrais ETF avec un effet de levier qui va jusqu'à x20. Nvidia, Apple, Amazon, plus de 875 valeurs au total. Concrètement, avec 1000 euros de dépôt, vous pouvez ouvrir une position jusqu'à 20 000 euros. C'est un multiplicateur qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe sur ce type de produit. Bitpanda a mis en place des outils pour gérer ça parfaitement, comme un indicateur de risque en temps réel, ou bien des ordres automatiques pour sécuriser vos gains ou limiter vos pertes. Je vous le dis clairement, un levier x20, c'est un outil pour investisseurs avertis, pas pour débuter. Alors faites attention à vous. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et pensez à entrer notre code promo. Vous avez un bonus de bienvenue de 25 euros en BTC, plus 5% de cashback sur vos dépôts crypto et 3 BTC à remporter. Pas mal, non? Alors allez jeter un œil. Retour à Vienne en 1871. Pour situer un peu, à cette époque, on utilise encore le télégraphe et on s'éclaire à la bougie. Un professeur nommé Karl Menger publie un livre qui va tout faire basculer. C'est ses principes d'économie politique. Son idée, elle est simple, mais elle fait exploser tout ce qu'on croyait savoir à cette époque. Jusque-là, on pensait que la valeur d'un bien venait du travail qu'on avait mis dedans. C'est la thèse de Marx, de Ricardo et de bien d'autres économistes de l'époque. Mais Menger, lui, il est pas d'accord. Pour lui, la valeur n'est pas dans l'objet, elle est dans votre tête, au moment précis où vous avez besoin de la chose. Prenez un bête parapluie par exemple. S'il fait soleil, un vendeur dans la rue aura du mal à vous le refourguer, même pour 2 euros. Vous en avez aucune utilité. Maintenant, imaginez qu'une averse torrentielle éclate alors que vous êtes en costume, en route pour un rendez-vous important. Et ce même parapluie, vous seriez soudain prêt à le payer 20 balles sans négocier. L'objet, il n'a pas changé, son coût de fabrication non plus. Ce qui a changé, c'est l'urgence de votre besoin à cet instant précis. Et là, d'un coup, le concept de valeur est devenu subjectif. C'est comme ça que l'école autrichienne a émergé. Sauf que ce nom, autrichienne, c'est pas eux qui l'ont choisi. Au départ, c'est une insulte. À l'époque, la grande puissance intellectuelle en économie, c'est l'Allemagne. Et quelques années plus tôt, l'Autriche s'est fait écraser militairement par la Prusse. Alors quand les professeurs allemands veulent se moquer des idées de Menger, ils les qualifient d'autrichiennes. Faut traduire ça comme provincial ou comme le truc des perdants, quelque chose comme ça. Sauf que l'insulte va leur revenir en pleine figure, parce que très vite, l'école autrichienne devient célèbre dans le monde entier. Cette bagarre avec les Allemands, elle porte un nom, la querelle des méthodes, Methodenstreit en allemand. Pour faire simple, je vais faire en très résumé parce qu'évidemment on n'a pas le temps de faire une thèse ici. Les Allemands, eux, ils pensent que l'économie se résume à étudier le passé et les statistiques. Les Autrichiens, ils répliquent que l'être humain, il est bien trop complexe pour tenir dans une équation. Pour eux, la seule façon de comprendre l'économie, c'est d'utiliser la logique pure pour étudier les choix des individus. Le combat, il devient personnel et il scelle pour des décennies le destin de l'école autrichienne. Brillante, mais isolée. Et cette école, ce ne sont pas que des idées, c'est aussi des personnages. Et ils sont incroyables. Le premier, c'est Eugen von Born-Bawerk. C'est un théoricien du capital qui a fait un truc rarissime pour un économiste. Il est devenu ministre des Finances de l'Empire austro-hongrois, 3 fois. Et ce gars, c'était un défenseur acharné de l'étalon or et des budgets à l'équilibre. Un jour, en plein conseil des ministres, présidé par l'empereur François-Joseph en personne, Eugen ose s'opposer aux dépenses que réclame le souverain. Il finira par démissionner en 1904 quand les demandes de l'armée menacent de faire dérailler les comptes. Si vous voulez une image de ce qu'est la discipline monétaire pour un Autrichien, c'est lui. Le deuxième, c'est le personnage central de toute cette histoire, Ludwig von Mises. C'était un homme intransigeant, incapable du moindre compromis avec ce qu'il tenait pour une erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mises, c'était pas un prof bien au chaud dans son université. Le jour, il se bat à la chambre de commerce de Vienne contre le gouvernement qui fait tourner la planche à billets, et le soir, il réunit secrètement les esprits les plus brillants d'Europe dans son bureau pour refaire le monde. C'est lui qui pose la théorie qui va nous intéresser tout à l'heure pour Bitcoin. D'après Mises, pour qu'une chose devienne une monnaie, il faut qu'à l'origine, elle ait eu une valeur en dehors de son rôle monétaire. Mais ça, on va y revenir. La vie de Mises, elle ressemble à un roman.
Il était juif et à l'arrivée des nazis, forcément, il fuit l'Autriche. Et peu de temps après, la Gestapo débarque dans son appartement viennois et emporte toute sa bibliothèque et tous ses papiers. On pensait qu'ils seraient perdus pour l'éternité, mais ils seront retrouvés des décennies plus tard dans des archives soviétiques à Moscou. Et parmi ces élèves, il y en a un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Friedrich Hayek. Avant d'être ressuscité par Bitcoin, l'école autrichienne va d'abord connaître une sacrée défaite. Dans les années 30, Hayek débarque à Londres et devient le grand rival de l'économiste sans doute le plus influent du siècle, John Maynard Keynes. Les deux hommes s'affrontent sur tout. Keynes, il pense que lorsque l'économie s'effondre, l'État doit intervenir, dépenser, relancer la machine. Hayek, lui, il hurle que cette fuite en avant est un mirage qui mène droit à l'inflation, et pire, à la dictature. Sur le papier, ils se détestent, ce sont les deux boxeurs poids lourds de l'économie du XXe siècle. Et pourtant, l'histoire raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que l'Angleterre est pilonnée par l'aviation allemande, les deux rivaux auraient monté la garde ensemble une nuit sur le toit de la chapelle du King's College de Cambridge. Armés simplement de pelles, ils scrutaient le ciel prêts à repousser les bombes incendiaires pour sauver le bâtiment. L'image, elle est incroyable, hein, les deux plus grands cerveaux de leur époque, opposés sur tout, luttant côte à côte dans la nuit. Bon, l'histoire a sûrement été un peu enjolivée, mais elle dit une chose vraie sur leur relation. Malgré la guerre intellectuelle qui se livrait par livres interposés, Keynes, il avait fait lui-même venir Hayek à Cambridge pour le protéger des bombardements sur Londres. Les deux se respectaient intellectuellement parlant. Et évidemment, sur le fond, c'est Keynes qui gagne. Pendant des décennies, de la sortie de la guerre jusqu'aux années 70, c'est lui qui domine l'économie et les décisions des gouvernements. Hayek, lui, tombe presque dans l'oubli. Et l'école autrichienne se marginalise encore un peu plus, notamment parce qu'elle refuse les maths et les statistiques qui deviennent la langue officielle de la discipline. C'est une école vaincue, oubliée des universités. Et pourtant, l'idée qui va tout relancer, Hayek l'avait posée dès 1976, dans un petit livre sobrement intitulé « Pour une vraie concurrence des monnaies ». Son idée, on peut la résumer ainsi. Et si on retirait à l'État son monopole sur la monnaie? Et si on laissait des acteurs privés émettre leur propre monnaie en concurrence et que le marché gardait les plus stables? Pour Hayek, tant que la monnaie reste dans les mains de l'État, elle finira toujours par être manipulée et dévaluée. En 1984, dans une interview filmée, Hayek dit en substance qu'on n'aura jamais de bonne monnaie tant qu'on ne l'aura pas retirée des mains de l'État, et que comme on ne peut pas la leur arracher de force, tout ce qu'on peut faire c'est introduire par un moyen détourné et rusé quelque chose qu'ils ne pourront pas arrêter. Un moyen détourné et rusé qu'ils ne pourront pas arrêter. Vous comprenez pourquoi 25 ans plus tard, les bitcoiners ont lu cette phrase comme une prophétie? Attention, hein, c'est une lecture rétrospective. Hayek, il parlait pas du tout de bitcoin, il n'imaginait pas la blockchain. Mais l'écho est troublant quand même. Mais vous savez, il n'y a pas que chez les bitcoiners que ça a fait écho. La Banque Centrale Européenne, elle-même, dans un rapport de 2012, écrit noir sur blanc que les racines théoriques de Bitcoin se trouvent dans l'école autrichienne. Mais alors pourquoi ça colle aussi bien? Parce que Bitcoin coche presque toutes les cases. Une offre plafonnée à 21 millions, impossible à truquer, c'est la rareté absolue dont rêvaient les Autrichiens. On a une monnaie qui a émergé toute seule, sans banque centrale, sans État, exactement comme Menger décrivait la naissance spontanée de la monnaie sur le marché, exactement comme Hayek se permettait de le rêver. En 2008, et avec du code informatique, Bitcoin a ressuscité les idées autrichiennes. Et je vous le disais, ça n'a pas échappé à certains. On a par exemple Saifeddin Ammous qui met tout ça noir sur blanc dans l'étalon Bitcoin, qui est un ouvrage pas exemple de critique, mais qui est super si vous voulez creuser le sujet, vraiment. Et puis il y a Michael Saylor qui reprend le vocabulaire de la monnaie saine et de l'or numérique. C'est un peu la revanche des vaincus. Alors qu'est-ce qui tient vraiment la route dans ce rapprochement? D'abord, la rareté de Bitcoin n'est pas un argument marketing. Elle est réelle, vérifiable, inscrite dans le protocole. Personne ne peut créer des bitcoins à partir de rien. Ça, c'est exactement l'idéal de la monnaie saine que les Autrichiens défendaient avec l'or, mais poussé plus loin parce que de l'or, on peut toujours en extraire davantage. Ensuite, la séparation entre la monnaie et l'État est bien réelle. Aucun gouvernement ne peut imprimer de bitcoin pour financer ses déficits, ni geler le réseau d'un claquement de doigts. Et il y a le timing aussi. Toute la critique autrichienne de l'inflation, de la planche à billets qui appauvrit discrètement les épargnants, elle a pris une résonance énorme après 2020, quand les banques centrales ont fait exploser leur bilan. D'un seul coup, un discours qu'on jugeait marginal depuis des dizaines d'années s'est mis à parler à beaucoup de monde. Sur le papier, le narratif de l'or numérique, il est cohérent et il tient. Alors c'est une très belle histoire, et là on a envie de crier victoire pour les Autrichiens et de renvoyer Keynes et son interventionnisme étatique directement chez lui. Mais il y a quand même plusieurs problèmes. Le premier, c'est la volatilité. Une monnaie qui peut perdre 30% en une semaine, c'est un peu difficile de s'en servir pour acheter des trucs. Dans les faits, aujourd'hui, Bitcoin se comporte moins comme une monnaie du quotidien que comme un actif spéculatif. Et les Autrichiens les plus stricts vous diront que pour eux, une monnaie, c'est d'abord un moyen d'échange communément accepté. Sur ces points-là, au moins, Bitcoin n'est pas encore vraiment de la monnaie, même si ça tend de plus en plus à le devenir.
Deuxième souci, c'est le syndrome de Cassandre. Les théoriciens autrichiens et les bitcoiners dans leur sillage prédisent l'effondrement imminent des monnaies d'État et l'hyperinflation depuis des décennies. Or, le dollar et le système traditionnel, bien qu'abîmés, refusent de s'effondrer aussi vite que prévu. Et surtout, tout le camp autrichien est loin d'être d'accord. Beaucoup d'Autrichiens rejettent purement et simplement Bitcoin. Vous vous souvenez de la règle de Mises? Pour devenir une monnaie, une chose doit d'abord avoir une valeur en dehors de son rôle de monnaie. L'or, c'était un bijou avant d'être une pièce. Et Bitcoin? Bitcoin n'a aucune valeur d'usage en dehors d'être Bitcoin. Il est né pour être une monnaie et rien d'autre. Autrement dit, selon la théorie fondatrice des Autrichiens eux-mêmes, Bitcoin ne devrait même pas pouvoir exister comme monnaie. Et ce débat n'est toujours pas tranché parce qu'il existe plusieurs lectures. Peut-être que sa valeur réside dans son réseau, peut-être que sa valeur réside dans son utilité, peut-être qu'elle réside dans l'esprit des gens. Vous vous en doutez, passer en revue l'intégralité de la pensée d'une école d'économie serait bien trop long pour une seule vidéo. Mais vous avez quand même un bon aperçu là, et on a une école d'économie qui revit, pas dans un amphi, pas dans un ministère, mais dans quelques lignes de code que personne ne contrôle. Et c'est peut-être ça la vraie revanche des Autrichiens. Ils n'ont pas gagné le débat académique, certes, mais ils ont gagné bien plus. Aujourd'hui, on se souvient d'eux comme précurseurs de l'une des inventions les plus importantes et les plus fascinantes de ce siècle. Bitcoin leur donne raison et menace de casser leur propre théorie en même temps. Ils réalisent leur rêve d'une monnaie saine, hors de l'État, et ils piétinent peut-être la règle la plus fondamentale qu'ils aient jamais écrite par la même occasion. Et ça, c'est fascinant! Allez, comme d'habitude, si vous voulez suivre l'actu crypto, vous pouvez le faire sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news crypto en direct et en condensé, et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et aussi, n'hésitez pas à venir jeter un œil du côté de Steady Lads avec Kara qui analyse les cours sur le marché crypto. Et n'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur Bitpanda avec notre code promo, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Évidemment, si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez apprécié ce genre de format un peu plus posé, un peu moins actualité, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine, bye.